parlé des droits des femmes et on a donc vu une Brenda Biya habillée en kaba. King Nasty, qui dit officiellement qu'elle est un homme ou qu'il est un homme, nous allons présenter toutes sortes de mépris pour son pays et pour la patrie. Elle a montré qu'elle ne pouvait pas se tenir debout quand on chante l'hymne. Mais même en boudant au Hilton, la même Brenda Biya, au lieu d'aller à l'hôpital, au lieu de marcher avec les béquilles, elle était là pour bouder devant sa mère. Et c'est sa mère qui suppliait. Dans un pays normal, et si cette fille était normale, elle devrait donc présenter les excuses. Mais elle ne présente pas d'excuses. Elle pousse même encore le bouchon un peu plus loin. King Nasty, après avoir fait tout ceci et toute cette panoplie qui nous vaut aujourd'hui les moqueries à travers le monde, a encore sorti une drôle de pichenette. King Brenda mange de tout ce qui bouge ou de tout ce qui est trou. Dans sa nouvelle sortie, puisqu'elle produit comme des séries télé, King Nasty nous fait donc une drôle de révélation où elle a réussi à rencontrer un homme chauve-souris. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement si c'est un homme ou si c'est une femme. Et après cela, ça n'a pas beaucoup marché. Et comme d'habitude, dans toutes ces amitiés, dans toutes ces relations, ça finit sur les réseaux sociaux. Et dans ces réseaux sociaux, King Nasty est en train donc de faire une révélation incroyable. Puisque, bien évidemment, son ancien amant ou amante a été trouvé à Paris, et plus précisément au quartier Château-Rouge, par l'un de ses gros bras. Nous sommes en France. Ce gros bras a donc trouvé l'ex de King Nasty, qui semble-t-il, où il a deux sexos, où il a quoi, vous-même vous allez entendre, avait un t-shirt. Un t-shirt. Et voilà que King Nasty aurait acheté. Ayant reconnu le t-shirt et les habits, l'habit de King Nasty, en plein quartier où sont tous les Noirs, Château Rouge, que ce soit Château d'eau, là-bas, les Noirs sont pleins partout. Selon King Nasty, on a donc attrapé celui qui aurait volé son t-shirt parce qu'on a reconnu ce titre-là. C'est-à-dire que pour elle est la seule à avoir un t-shirt. C'est-à-dire que ce costume, si vous voyez quelqu'un d'autre avec ça, même au Bangladesh, attrapez-le. C'est le costume de Jepo Rebingona. Déshabillez-le. On n'appelle même pas la police. Nous sommes en plein cœur de Paris. Donc imaginez ce qui se passe chez nous au pays. Et elle le raconte dans un pays de droit, dans des réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on a humilié celui-là? Dans ses œuvres, nous allons donc retrouver dans quelques instants King Nasty, pour qu'elle-même vous raconte ça. Parce que parfois quand vous racontez les histoires de King Nasty, bon, on va vous dire que vous êtes en train d'ajouter, d'inventer et tout. Mais écoutez elle-même, ce n'est pas moi.
Bienvenue les gens à un story time. Wouhou. Ok. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment je suis une fois sortie avec un gars féminin. Un gars Un féminin. gars féminin. Bon, déjà Je pour suis sorti commencer les avec un gars choses, féminin. on va parler de ma sexualité. Mon meilleur ami, lui, il aime dire que je suis pansexuelle. En gros, que j'aime tout. Que je vois plutôt l'âme de la personne et que j'aime tout le monde, quoi, et que j'aime pas définir les gens par un label, c'est-à-dire une étiquette. Et la vérité, c'est que je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit et que effectivement, je me consacre plus sur la personnalité de la personne que sur l'apparence physique. Et donc, bref. J'avais rencontré ce gars, on avait des amis en commun et il était top modèle en France, à Paris, donc il avait fait beaucoup de défilés. Je pense qu'il avait même défilé pour Givenchy, un truc du même bail du genre. En fait, il avait fait plein de grandes marques et il était très très beau. Et quand je dis très beau, il était grand, mince, blond, avec beaucoup de cheveux bouclés blonds. Il était naturellement blond aux yeux bleus avec des cheveux bouclés, plein la tête et il était beau, man, il était beau, il était beau. Quand on avait des amis en commun et puis je me demandais genre est-ce qu'il est gay, est-ce qu'il est juste féminin, etc., etc., etc. Et un jour on a chillé juste nous deux et on a chillé, on s'est bien marré. Et je pense qu'il fumait du vape, il était en train de vapoter. Et notre premier bisou, c'était parce qu'il vapotait et il me passait la fumée. Donc il mettait le stylo dans sa bouche, il faisait sortir la fumée et puis moi je me mettais à côté de lui comme ça. Vous savez le truc, le bail où c'est comme si vous vous embrassez mais c'est juste pour récupérer la fumée, genre. Exactement. Donc on faisait ça, on faisait ça. C'est allé un peu plus loin, c'est devenu un bisou. Et après on a fait d'autres choses quoi. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais bon, c'est pas grave. Après, on a fait autre chose et c'était censé juste être genre ou comme d'une nuit, mais après, c'était du genre en mode on s'est revus. Il est venu me voir à Genève, il est venu me voir en Suisse et on a passé genre 3 semaines ensemble. Il a passé 3 semaines où on allait manger, on a fait plein de trucs, plein de trucs, plein d'activités. Et c'était la période du marché de Noël, donc on est aussi allé au marché de Noël. Malheureusement, l'histoire s'est mal tournée parce que j'avais remarqué que quand je prêtais certaines de mes affaires à cet homme, bah, il ne me les rendait jamais. Il m'avait fait 2 cadeaux, un t-shirt Balenciaga et un sac Jacquemus. Mais malgré le fait qu'il m'avait fait ces 2 cadeaux, toutes les affaires que je lui donnais de porter, genre en mode mes habits, etc., il portait, il utilisait et il ne me remettait jamais. Et quand je suis allée à l'hôpital, je me suis rendu compte qu'il avait fait une valise remplie de mes affaires et il comptait se barrer avec la plupart de mes affaires, quoi. Après, moi, à un moment, je lui ai demandé de quitter l'hôtel. Il ne voulait pas quitter l'hôtel. C'est devenu physique. Et après, on n'a plus jamais été entre de bons termes. Pourtant, c'était un gars gentil. Au fond, je sais que c'était un gars gentil. On regardait souvent des films ensemble. On rigolait. Et quand je dis qu'il était vraiment très beau, il était très, très, très beau. Euh, ouais. Mais il était féminin. Il voulait pas. Bon, je sais pas si je vais parler de ça sur TikTok. Il y a plein de trucs sexuellement qu'il voulait pas faire. Et aussi, il était efféminé. Et donc, il pouvait faire très garçon et il pouvait faire un peu fille. Ah, parce qu'il était super beau, il faisait un peu fille, il avait des traits féminins. Mais il faisait très garçon aussi en même temps. Je sais pas, il était androgyne. Je sais pas comment vous expliquer ça. Après, il n'a pas voulu rendre mes affaires. Il allait à Paris avec mes affaires et a continué à faire des Instagram, des posts Instagram avec mes affaires. Jusqu'à, j'ai mis ça sur mon Instagram que pendant bac-moi mes affaires, on n'est plus amis, bac-moi. Il a essayé arranger le problème. Finalement, j'avais signé que je voulais mes affaires. Parce que la façon dont il m'a parlé sur une de nos disputes, j'ai pas digéré la chose du tout, mais alors du tout. Et
Ouais, donc il voulait pas rendre mes affaires et se balader dans tout Paris avec mes affaires. Un jour, mon ami Ibrahim, un de mes meilleurs amis, l'a vu en plein château rouge avec mes affaires. Il est parti le Hamburg, il a dit que ça c'est les affaires de Brenda, ça c'est le haut de Brenda. Parti le Hamburg, que ça c'est le haut de Brenda, ça c'est le pantalon de Brenda, machin, je rends les affaires de Brenda. Et ça me voit là tout de suite. On a dit ça là tout de suite, tu me donnes, ne pas lui donner. Le mec, il était embarrassé, il avait peur que mon ami allait le tabasser et tout ça. Il a même essayé de m'appeler, moi j'ai pas répondu. Il avait peur que mon ami allait le tabasser en pleine route pour récupérer mes affaires. Du coup, ils sont allés dans un magasin, mon ami a été même gentil, lui a acheté un nouveau t-shirt. Et lui, il a enlevé la jaquette et le pantalon, la jaquette et le haut qu'il avait qui était à moi. Et il a vendu à mon ami. Bon, maintenant, non. C'est fini comme ça. On a plus jamais j'ai entendu parler de lui, plus jamais il a essayé de prendre mon contact. On a un peu divergé, changé de route. Mais ouais, je suis déjà sorti avec un gars efféminé. Vous savez, ça peut paraître rigolo, mais c'est la fille d'un chef d'État qui vous raconte ça. Qu'elle prête ses habits à des gens et après on lui fait des cadeaux et après voilà. On rencontre quelqu'un d'autre et puis voilà. On lui dit quand même que le voici, ici on va le déshabiller. Et il dit que non, l'autre a vraiment été gentil. On est allé avec lui dans la boutique, on lui a fait un t-shirt, on a enlevé le pantalon, on a enlevé la jaquette. C'est incroyable. Quand vous voyez ce que les filles des chefs d'État, les enfants des chefs d'État offrent aux malheureux ou à leurs anciens camarades, ou même seulement des fourrages. Brenda a de l'argent qui vient du cabinet civil. Mais vous n'allez jamais entendre qu'elle a aidé. Même une... Elle est allée dernièrement là, soi-disant qu'elle va à Jamou. Même pas. Ah, qu'est-ce qu'elle a offert là-bas? Rien. Et c'est comme ça qu'elle fait. Là où vous la voyez là, elle finit toujours par taper, par insulter ses amis. Parce qu'elle se prend comme, c'est-à-dire que, comme elle, la violence est autorisée. Comme d'ailleurs, vous connaissez la fameuse histoire où elle avait eu à sortir le couteau contre sa propre mère. Vous avez entendu, toutes ses amies sont insultées. Alors, bien évidemment, quand vous avez la fille de la première dame qui fait ça, qui montre ça aux autres femmes, quelle société nous voulons? On est en train en même temps de parler de féminicide. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que quand on voit la violence de Brenda, quand on voit sa façon de parler, parce que c'est un modèle. Beaucoup de jeunes filles et beaucoup de dames aujourd'hui prennent ça. Et du coup, vous vous rendez compte que même si aujourd'hui on vous fait comprendre que depuis le début de l'année, il y a eu 17 féminicides quand même au Cameroun, ce qui est énorme. Mais en même temps, il y a un autre chiffre qui est très grave. C'est-à-dire que les femmes camerounaises aujourd'hui sont capables d'éliminer leur conjoint, leur mari avec un sang-froid incroyable. Et les tabassent même. Suivez par exemple ici. Celle-ci commence d'abord par tabasser son homme. Bon. Nous sommes maintenant dans la journée internationale des hommes à la battus. recherche de notre globe-trotter, le patrouilleur maison commissaire divisionnaire 7 étoiles, hors échelle en plus, Guillaume Onambélé, pour les faits saillants, les faits marquants et surtout les faits qui font couler beaucoup d'encre et de salive à Douala. Guillaume, bonjour. Bonjour, PMA, auditeur fidèle sur la BFM, bonjour. Et bienvenue à cette autre édition de la MC. Douala à sa radio et Guillaume à ses infos. Je suis très chaud ce matin, monsieur. Nous sommes dans un immeuble de Bonadjo où une femme est expulsée de la maison. I don't know why, but I think you have the details. Tout à fait.
cette femme a été expulsée de l'immeuble par la famille, par sa belle famille pour le dire ainsi. Qu'est-ce qui se passe? Il faudrait dire que la belle famille a eu beaucoup de nouvelles selon lesquelles cette dernière tabassait copieusement son époux. Et quand elle le faisait, elle attendait que les étrangers viennent à la maison. Soit c'est des claques, soit des raclés, et ce dernier était assis ou couché comme une momie, sans mot dire. Ce qui a donc dérangé tous les occupants de l'immeuble. D'où vient-il qu'un homme normal soit tabassé tout le temps au moins 2 fois par semaine par son épouse? Cela doit énerver l'un des voisins qui connaissait bien la famille. Il leur a dit que si vous n'avez pas 2 œufs, Fumba Fumban, votre fils, votre frère, passera le gars qui pas un jour, vous ne le saurez pas. C'est ainsi donc que la famille a décidé de quitter massivement là où elle se trouve pour venir voir faire lancer l'histoire. Arrivé à la maison, dès que le neveu de monsieur lui a parlé fort, elle lui a sorti une claquette terrible. Le jeune homme est tombé, c'est ce qui a donc poussé la famille à l'expulser en plein Bonanjo. Non loin de vous là. Et ce monsieur, vous le connaissez. Mais comme je suis là-bas, on a toutes les informations, c'est pas noir pour. On ne dira pas qui est-il exactement aujourd'hui. Toujours est-il que sa dame a été expulsée à la maison. Ce monsieur, pas comme souvent, je suis là-bas régulièrement là dehors. Guillaume Onambélé. Oui. Nous les hommes, on souffre en silence, mon frère. Bon. Hello. Oh, voilà l'autre. Hello, babe. Voilà les sœurs de Brenda. Babe, I'm waiting for you. Voilà l'autre On comme your fouette time. dans les toilettes. Where are you now? Ah bon, dans le lavabo. Please, when you're coming, please don't forget to come with my 600K. Oh. Please come fast. Hello? Babe, I hope all is well. You don't send anything. I hope your wife is not around. Hello? I hope that your dating wife is not around. Oh. I hope it's not the one keeping you silent. Oh. Monsieur, c'est une journée particulière, journée en l'honneur de la femme. Mais notre préoccupation aujourd'hui était celle de nous appesantir sur le sort de la femme violentée, assassinée, brûlée ou autre. Malheureusement, il faut constater que la violence ne concerne pas seulement les femmes, mais les hommes aussi. À cet instant précis, je ne vais pas commencer mon discours. Je reçois le message d'un préfet de cette région. Décès ce matin du GPP Dongono-Maturin en service au commissariat du 3e arrondissement des suites de coups mortels. L'intéressé a été poignardé par son épouse. Transporté à l'hôpital régional, il a rendu l'âme. Le corps vient d'être déposé à la morgue de cette formation hospitalière et les enquêtes. Moi, je ne peux pas aller. Ah bon? Mon père à moi a été tué par ma mère. Ouais. J'aurais préféré tomber dans le corps, au moins que je retrouve le corps de mon père. On n'a jamais retrouvé, parce que ma mère a décidé qu'il n'aura pas les obsèques. Je parle de moi. Né à Douala, grandi à Douala, ceux qui me suivent peuvent savoir de quoi je parle. On est en 2005. Mon père ne peut pas se volatiliser dans une ville de Douala. Et tu vis dans la maison avec une femme plus de 40 ans de mariage. Et quand on demande à madame, elle dit que elle répond comme quand elle avait dit à Dieu concernant Abel, je me suis, est-ce que je suis le gardien de votre père? Elle n'a jamais retrouvé le corps de notre père. On parle de 2005. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait 21 ans. Mais tu affirmes de façon péremptoire que c'est elle qui l'a tué. Si une personne disparaît entre toi, on demande à qui? Aux 2 autres. Eh bien, 2 autres.
Quand on demande à ma mère qu'est-ce qui s'est passé, ne me posez pas la question. Il va trop faire souffrir, alors s'il disparaît, ce n'est pas mon problème. Les hommes souffrent et sont tués. Mais comme il faut protéger la femme, sous la fallacieuse image de la femme faible, on ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui rend les hommes comme ça. Mais ils meurent. Ils disparaissent. Bon. Sans pour autant pardonner les féminicides, mais bien évidemment, c'est aussi pour attirer l'attention de ce qui se passe lorsque des mauvaises images sont diffusées, propagées par la fille du chef de l'État, voire l'épouse du chef de l'État. N'oubliez jamais que presque tous les directeurs de cabinet civil qui sont passés à la présidence sous le règne de Chantal ont été tabassés, ont été giflés. N'oubliez jamais que les secrétaires généraux ont reçu des coups de talon, ont été tabassés, humiliés. N'oubliez jamais que même lors de l'enterrement du frère de Biya, en Bomaka, on a vu comment est-ce que Chantal Biya, en direct, a balancé la main de Paul Biya. Comme ça, là, quand le prêtre avait dit la paix du Christ, elle a refusé la paix. Elle a montré aux femmes comment on doit traiter les hommes. Et elle est restée comme ça. N'oubliez jamais que en octobre 2018, en pleine élection présidentielle, Paul Biya va avec Mondayolo, lui remet quelque chose en main. Sous les caméras de la télé, Chantal Biya est venue arracher, elle a failli casser le bras de Mondayolo. Donc ce que Brenda fait et certaines femmes, quand on écoute ça, c'est le modèle de Chantal Biya. Et c'est un modèle qui ne peut pas préserver parce que, en même temps, si les femmes sont des victimes, ne donnez pas l'occasion à ce que des hommes donc deviennent des victimes, qu'ils vous répondent par des violences. Parce que finalement, lorsqu'on voit cet état de violence, lorsqu'on voit ce que Chantal fait au palais, humilie tout le monde, c'est même sûr qu'elle tabasse actuellement Biya. Maintenant, regardez un peu les femmes Voilà entre le président. 40 et 50 ans. Toutes les femmes veulent divorcer pour rien. Le président du Quand syndicat la femme des a hommes 40 battus. ans, une statistique entre 40 ans et 50 ans. Le président Les femmes des hommes commencent à battus. porter les chaînes aux pieds. Regardez les femmes qui ont les chaînes là dehors. C'est les femmes entre 40 et 50 ans. Elles ont les chaînes aux pieds. Elles commencent à teinter leurs cheveux. L'homme maintenant est traité comme une table rase, un machin, une rienneté. Il devient de la poubelle. Maintenant, quand tu commences, quand tu dis chérie, bonjour, elle te dit un imbécile, un salopard. J'ai rencontré une récemment, je lui ai fait la cour, il dit chérie, tu es mariée, elle me dit le pauvre imbécile, ne parlons plus de lui, il ne vaut pas la peine. Vous voyez, quand tu as le temps de te faire achever la puberté, tu taxes la personne de racaille, ton mari, juste parce que le monsieur a eu une méningite à cause de toi. Juste parce que le monsieur a eu un diabète, il ne fonctionne plus bien, il devient n'importe quoi, une poubelle. Et maintenant, là, tu vas te pavaner, le tromper en emploi, finir devant tout le monde. Les femmes nous tuent au quotidien. Et les femmes entre 40 et 50 ans, elles mettent les chaînes aux pieds pour dire qu'elles sont déjà libres désormais, tu ne sais plus rien du tout. Elles commencent à teinter les cheveux. Tu dis, chérie, on m'a dit à l'hôpital que j'ai un début de diabète, elle veut que tu meurs. Elle veut, Je ne dois plus conseiller les c'est à ce moment qu'elle remplit le sein. Toutes les tuer leur mari. Moi, je voudrais conseiller les hommes, quand ta femme il y a 40 ans, commence à manger, quand elle te sert le repas, mange avec ton fils ou avec elle. C'est à ce moment-là que tu commences à l'énerver. Oui, tu l'énerves, elle ne veut plus de toi. On t'a interdit le sel, elle met le sel. On t'a interdit le cube, elle met le cube. Tu dis à la femme, je n'aime pas voir la chaussure à tel endroit, elle met là, elle veut absolument que tu meurs. Tu ne sais plus rien du tout. Elle a déjà un amant dehors. Parce que la femme, elle a deux pubertés. Hein. La femme, elle a une puberté entre 16 ans et une deuxième puberté qui commence à l'âge de 40 ans. C'est en ce moment-là qu'elle commence à te violenter verbalement. Tu as même déjà fait quoi on a vu.
Tu dis que je t'ai épousé chérie, au moins ça, il faut le reconnaître. Je t'ai construit une maison. Parce que la femme, elle est capable de t'humilier. Elle dit, les hommes parlent de toi aussi, tu parles. Je vous dis que les hommes meurent comme le serpent, ne crient pas, on souffre à n'en point fini. Combien de femmes sont soumises? Je parie que même les femmes qui sont esclaves. Moi, je suis soumise. Gladys, on dit que tu n'es pas soumise. Elle n'est pas soumise. Combien de femmes sont soumises? Même sexuellement, qu'est-ce que tu mets dans la soumission? La soumission. Oui. La femme doit considérer que son mari c'est bon. Quand ton mari tousse, tu t'en vas et tu te tasses. Mais combien de femmes sont capables de se soumettre à nos jours? Après, l'homme a dit, tu es déjà assez. Vous nous violentez. L'homme rentre le soir. Est-ce que vous savez que quand ton mari rentre, même s'il rentre à minuit, ça court de toi. Il souffre pourquoi? Pour que tu manges à tes enfants, non? Il y a des femmes aujourd'hui, tu rentres à la maison, elle dort, elle dit, va prendre ta nourriture. La nourriture est froide. C'est-à-dire, elle n'a pas le temps. Oui, tu déranges. Même le chien t'accueille. Parce que c'est que quand tu sors, même le chien, c'est que le patron, il est derrière. La femme, elle dort comme le bœuf. Elle s'en fout. Mais si monsieur rentre vers 23h minuit, est-ce que tu n'avais pas des temps? Il faisait quoi du temps? Si ton mari rentre à 1h là, pourquoi? Tu dois te réveiller. Chérie, la journée a été comment? Tu l'as sacrifié, même si c'est 2h la nuit, tu sacrifies 30 minutes sur ton temps. Tu l'accueilles. Ça court de toi qui est dehors avec tes enfants. Chérie, ta journée a été comment? Tu pars, tu mets de l'eau, il se lave, il veut dire, tu chauffes son repas, tu le valorises, tu manges même un peu son cou. Mais combien de temps le font? Vous êtes où là-haut? On va les départager. Pourquoi s'il y a tel problème? Je vous dis que les femmes aujourd'hui cherchent que nous. Quand tu rentres comme ça, elle dit quand tu rentres, tu ne veux pas me gêner. Hein? Oui. Puis elle est là, tu prends ta nourriture, c'est froid. Ou bien elle te donne le double de la clé, elle te dit, oui, elle va pas se lever la nuit. Oui, quand tu ouvres la porte, c'est l'enfant qui ouvre, elle dort de l'autre côté. Maintenant, quand tu as maturité au boulot, tu arrives, tu la touches, elle me dit, il ne faut pas souvent me déranger. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes ici dehors, quand même pour sexer avec elle, il faut passer un concours? Il y a les hommes ici dehors qui sexent avec les femmes une fois en 3 mois. Les hommes aiment ça. Oui. Les hommes aiment être maltraités. Ne me violente pas. Est-ce que tu sais que avant de me marier, j'étais un garçon bien. Et mon père m'avait averti. Soit tu vas fumer, soit tu vas boire, tu auras deuxième bureau. Il dit non, moi je suis un garçon, je ne fais pas de choses comme ça. Mais je me suis rendu compte que mon père a raison. Regardez les mariés là, s'il n'a pas un deuxième bureau, il fume, il boit. Est-ce que vous savez que j'ai un collègue de service qui ne rentre jamais chez lui tôt? Le travail à 15h, la maison est plus dure que le travail. Il préfère rester au bureau. Pourquoi il a donc épousé? Il a épousé sa propre mort. Parce que le travail finit à 15h, il faut pas trop bien. Parce que si elle n'est pas ivre, la maison, le torchon brûle à la maison. Il doit consommer de la joie. On arrivait parce que sa femme, c'est elle qui a le. À ce point. Je vous dis que les femmes, c'est elle qui nous violente à l'emploi fini. Il y a des. Regardez un peu les gens qui marchent là, on vous dit, celui-ci est presque fou, il marche, il parle ça. C'est pas lui qui fait. C'est la femme. C'est la femme. C'est la femme. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Vous êtes le malin de vous-même. Non, c'est la femme, c'est pas la femme. Les femmes aujourd'hui nous violent. Allons maintenant dans notre cas, allons chez les marabouts. Mais qui sont chez les marabouts? Les 450 amis marabouts. Je me suis rendu compte que sur 100 personnes qui vont chez les marabouts, 95% sont les femmes. Bon, il représente le syndicat des hommes. Mais pour les marabouts là, les statistiques actuellement montrent que c'est les membres du gouvernement qui vont beaucoup plus chez des marabouts également pour essayer de se préserver d'un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, parlant des marabouts, on va y revenir. Ah tiens, c'est quoi? Oui, parce que on va y revenir. C'est un sujet également très important parce que ce qui se passe aujourd'hui, lorsqu'on regarde et lorsqu'on apprend ce qui se passe à Etoudi, on voit donc que Chantal a complètement pris la main et a enlevé tout l'entourage de Biya, a installé qui elle veut, y compris son propre neveu, pour lui donner des médicaments.
Chantal Biya aujourd'hui se lève pour aller passer ses vacances seule. Vous ne l'avez pas vu une fois. Mais depuis la réélection, ça s'est produit 3 fois. Et vous avez constaté que pendant ce temps-là, elle s'amuse pendant que Biya est confisqué à la maison. Pendant que Biya aujourd'hui ne peut même plus prendre une décision. C'est une forme de violence. Quand on parle de la journée internationale, donc même ces présidents-là, aujourd'hui, Biya est complètement affaibli. Biya est sous tutelle de Chantal. Biya n'est plus un homme. Biya est devenu une loque humaine. Il n'a plus de force. Et quand on n'a plus de force, on devient dépendant. Et tous les cris qui viennent du palais de Toudi savent que, et qui nous sont rapportés, disent que c'est même encore beaucoup plus cruel, beaucoup plus sévère à la maison. Dans le caractère de Brenda, vient, ou plutôt montre le vrai visage de Chantal. Telle mère, telle fille. Le Cameroun aujourd'hui a la particularité d'être conduit par un président battu, un président sous violence, comme Robert Mugabe, comme Bourguiba, comme Houphouët Boigny, qui a été correctement fouetté et qui ne pouvait même plus pleurer jusqu'à ce qu'on lui a dit « Signe ici !» Il a tout signé. C'est la femme d'Houphouët. Ou plutôt, l'une des concubines d'Houphouët qui a imposé à ce dernier de laisser le pouvoir à qui? À Alassane Ouattara. Quand on parle de constitution ou de ceci et cela, cela va tout simplement dire que c'est parce que c'est Chantal qui bloque ça, ou qui est en train de vouloir introduire ça, et qu'on va se soumettre à sa sainte volonté. Et d'ailleurs, derrière cette sainte volonté, on voit aujourd'hui que le Cameroun n'est plus un pays qui attire les investisseurs. Ce n'est plus un pays qui attire la confiance. Ce n'est plus un pays qui est respecté. Le Cameroun aujourd'hui ne fait que perdre en crédibilité. Pour se racheter, il faut faire venir le pape. Et même ça risque d'être très compliqué. Beaucoup compliqué parce que, justement, le Cameroun compte aussi sur une autre grande organisation internationale, dans la mesure où Paul Biya ne voyage plus. Même les sommets de la CENAC, il a été incapable de les tenir. Mais là, cette fois-ci, c'est encore un échec qui est en train d'arriver. Avec la conférence de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui risque de ne pas avoir lieu au Cameroun, dans un pays où Chantal s'occupe des fêtes et non
de l'intérêt du pays. Le sommet, ou plutôt la conférence de l'Organisation mondiale du commerce, pour la dernière fois s'est tenue, et c'était d'ailleurs la première fois, au Kenya, dans de très bonnes conditions. Les délégations venant du monde entier ont félicité le Ghana pour ce succès. Et le Cameroun, de Paul Biya, s'est donc porté candidat. Pays francophone, et surtout étant considéré comme le poumon de l'Afrique centrale, le poumon économique de l'Afrique centrale, même comme aujourd'hui nous ne sommes qu'endettés. Le Cameroun a donc voulu donner une image de crédibilité en s'appuyant sur le Nigeria, puisque c'est une Nigériane qui actuellement est présidente de l'Organisation mondiale du commerce, et aussi même la France, pour pouvoir dire présent, je vais organiser la conférence de l'OMC. Cette conférence de l'OMC a donc un cahier de charges exactement aussi comme la CAN. Et cette conférence a été arrêtée pour la fin du mois au Cameroun. Et ça, on le sait depuis. Le Cameroun a présenté un dossier. Oh, nous avons tout pour réussir. Nous avons des belles routes, nous allons les réfectionner. Nous avons l'électricité, nous avons l'eau. Alors, dans le domaine hôtelier, tous les hôtels du monde veulent venir chez nous et tout ça. Donc, le dossier est impeccable, comme nos maquettes. L'OMC a marqué son accord. Conférence de l'OMC sera organisée la deuxième fois en Afrique du 26 au 29 mars. Où à Yaoundé. On s'est mis à applaudir. Paul Biya, Paul Biya, yo. Le Cameroun a encore gagné. On vous avait même dit qu'on peut organiser la Coupe du Monde. Et tout et tout. Sauf que exactement comme lors de la CAN, qui a connu le glissement, et il y a donc ce qu'on appelle des missions qui sont envoyées sur le terrain au Cameroun, pour voir si le Cameroun est capable déjà, est prêt pour organiser cette conférence qui se tient du 26 au 29 mars. Mais cependant, avant de tenir cette conférence, il y a même des commissions qui doivent se réunir. Ces commissions devraient se réunir depuis le 12 mars à Yaoundé. Les experts de l'OMC sont arrivés à Yaoundé. C'est la poussière que vous voulez voir. Yeah! C'est les ordures que vous voulez voir. La lumière. Est-ce que présentez-nous donc maintenant les hôtels? Au Cameroun dit que non, il y a les hôtels, hein, non, on a vraiment ce côté-là et tout et tout. Ils prennent la voiture, ils lancent dans la voiture, les 4x4, les délégués ont commencé à avoir mal au dos et tout et tout. Ils arrivent dans les hôtels. Comme les hôtels où Brenda dort là, sans tirer la chasse. Les tapis qui sentent la moisissure. Et ceci et cela, on dit, ya, Camerounais. Les gars ont couru. Ils sont retournés à Genève. Ils ont convoqué une réunion d'urgence. Ils ont dit, impossible d'organiser l'OMC dans ce pays, une conférence de l'OMC dans ce pays-là. Pourquoi? Parce que l'OMC regroupe
160, enfin, les gens qui devraient venir au Cameroun représentent 160 pays. Et à Yaoundé, c'est-à-dire qu'il faut les capacités d'accueil pour 4000 personnes. Et sur les 4000 personnes, il faut les hôtels. Le dernier standard qu'on accepte sur le plan international, c'est les hôtels de 4 étoiles. Donc 4, 5 étoiles. On est donc arrivé, mais le rapport a montré que le Cameroun avait 3 sur 10. 3 sur 10, même pas 5. 3 sur 10. Malgré le fait qu'ils ont dit non. Et si on va faire ceci. Donc, les 3 sur 10 là, c'est en fonction de ce qu'ils ont dit. De ce que le Cameroun a dit que non, nous allons faire ceci. Le chef de l'État vient de prescrire, comme exactement il avait fait pendant la CAN là. La CAN 2019, c'est pour demain. Mais il vous avait dit quoi? J'en prends engagement. C'est ce que Paul Biya avait dit. Donc le Cameroun prend engagement. Les gars retournent. Ils organisent une réunion d'urgence. Le 5 mars, ils présentent les images. Les gars disent, non, non, nous on ne peut pas aller là-bas. Et ils disent que les gars des commissions préparatoires qui devaient se tenir à Yaoundé, aucun n'a voyagé. Les commissions, au moment où je vous parle, c'est-à-dire que depuis le 12 là, c'est à Genève. C'est à Genève, c'est là-bas où on est parti trouver les hôtels en catastrophe. Si on n'a pas retiré l'organisation encore totalement au Cameroun, parce que là c'est bien. Vous vous rendez compte, les commissions, ça devait booster l'économie, le secteur hôtelier et tout, le tourisme, c'était une bouffée d'oxygène pour l'économie camerounaise qui est actuellement asphyxiée et qui ne dépend que des frais et des prêts. Aucun membre des commissions préparatoires ne se trouve à Yaoundé. Tous sont dans des hôtels à Genève. Pour un budget qu'ils devaient aller dépenser au Cameroun, ils dépensent maintenant ça à Genève. Le Cameroun a été sauvé parce qu'on s'est dit c'est l'humiliation de l'Afrique. Donc, la présidente de l'Organisation mondiale du commerce est une Nigériane qui s'appelle Ngozi Okonjo-Iweala. Elle leur a dit, c'est toute l'image de l'Afrique qui sera salie. Je ne peux pas accepter en tant que présidente qu'on retire complètement l'organisation au Cameroun. Faisons tout à l'étranger et on va juste faire la présence au Cameroun, comme on a déjà dit ça. Vous savez que comme Biya et sa bande là savent aussi un peu trop arroser là. Ils ont dit, faisons donc d'abord le plan B. Mais s'ils ne réussissent pas, d'ici le 15 mars, le 16 mars, il faudrait qu'on sache si définitivement on retire tout au Cameroun. Donc le Cameroun a déjà perdu au moins 70%, voire 80% de l'organisation. Maintenant, le 11 mars 2024-2026, le ministre des Relations extérieures, le type qui est vieux là, mais qu'on appelle le jeune, le gars qui marche comme ça, là, comme le général Meka.
qui dort aussi en marchant. Alors, vous l'appelez comment là? Le jeune Bela Bela. Il convoque une conférence de presse qu'il doit animer avec son homologue. De quoi? Son homologue du commerce. Luc Magouar Mbarkatang. Maman, qu'est-ce qu'il déclare? Ils disent que nous sommes le 11 mars hein, pour un événement du 26 mars. Pour un événement qui devait commencer le 12 mars, c'est-à-dire que les commissions devaient travailler le 12 mars au Cameroun. Et ils sortent le 11 pour dire que le Cameroun est prêt dans ses préparations à 75%. Yeah! 75%. Vous faites comment pour réaliser les 25% là? En un temps encore. Quand on connaît que et il y a les choses qu'on nous annonce au Cameroun qui sont à 99% depuis je ne sais pas, ouais. Ça n'a jamais été bouclé. Alors, le premier problème, c'est quoi? Les structures d'accueil. Parce qu'on peut encore, les gars, on dit on va se moucher, on va mettre les machins et tout ça. Nous, on ne va pas plus regarder les poubelles, on ne va plus regarder ceci. On ira avec nos eaux, on va boire, on va faire ceci, nos nourritures. Voilà. C'est vrai que c'est difficile pour 4000 personnes de transporter de l'eau et de nourriture et de ceci et cela. Bon, l'hébergement maintenant, imaginez 4000 personnes à Yaoundé. Premier point, l'hôtel qu'ils ont vendu à l'OMC comme étant le bijou des bijoux. C'est quoi? C'est le Mont-Fébé. Hôtel Mont-Fébé. Ils disent donc, c'est un hôtel de 5 étoiles. Sauf que sur le rapport, on trouve que le Mont-Fébé n'est pas prêt. Que le Mont-Fébé, où les lits font tchoc, 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 tchoc. Oh, que les draps ont fait ceci, on fait cela. Vous voyez la honte? Le Mont-Fébé a été inauguré, construit par Amadou Ayedjo. Le jour de la pose de la première pierre de cet hôtel-là, c'était, Ayedjo avait pris, c'est un blanc qui était encore archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Daffin. Il lui a dit, pose la première pierre. Je voudrais qu'au sommet de cette colline, que je bâtisse une vraie résidence hôtelière. Après la construction, vous savez, en un temps record, le Mont-Fébé était construit et le 30 décembre 1969, c'est l'inauguration du Mont-Fébé. Rappelez-vous que c'est en 69 que Ayedjo nomme Biya secrétaire général à la présidence. Un joyau architectural, c'est-à-dire que pour la première fois en Afrique centrale, on avait un hôtel 5 étoiles avec piscine, terrain de tennis, avec, d'ailleurs on avait même créé une boîte de nuit avec des chambres spacieuses et tout, et tout, et tout, et tout. En tout, 218 chambres, sans crédit. Mais maintenant,
Quand on devait organiser la CAN, on est parti s'endetter pour la réfection du Mont Fébé, où dorment seulement les femmes de Mbondayolo et les femmes, les amants, les hommes qui sont membres du gouvernement. Et ils nous ont dit que on devait refaire cet hôtel. Ils avaient donc dit qu'ils ont refait l'éclairage. Ils ont acheté une nouvelle literie. Ils ont même fait le parquage. Ils ont fait ceci et cela. Ils ont fait ceci. Ils ont même créé, ils ont réaménagé les chambres. Ils ont acheté, disait-on, les fourneaux pour justifier l'argent qui sortait. Bon. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on se rend compte que l'hôtel Mont-Fébé n'est pas prêt. On demande au DG du Mont-Fébé, Nicolas Tchouban, vous avez dit que ça servira après la CAN. La CAN vient de finir là au Cameroun. Où sont les draps? Où sont les couettes? Où sont les tapis? C'est comment? L'hôtel Mont-Fébé, conçu en 69, qui appartenait à l'État, est dans un mauvais état. Donc là, ils sont encore en train de faire des prêts bancaires pour marcher et tout, pour un événement du 26 mars. Bien. Ce n'est pas tout. Donc vous voyez que nous avons combien de personnes que nous recevons? 4000 participants. Vous avez donc, admettons donc que le Mont-Fébé sera prêt. Donc, à 75%. Bon. 218 chambres. Mais il y a un autre scandale. Et les scandales de Biya retombent sur sa tête. C'est vous. Vous vous souvenez que ce gouvernement-là est venu nous vendre un projet d'un hôtel 5 étoiles au lac municipal, qu'on devait réaménager ça. Et vous avez dit quoi? Que cet hôtel 5 étoiles allait avoir 300 chambres et 32 étages. Vous allez voir ce que vous allez voir. Nous sommes en 2019. Bon, vous savez, moi, je ne vis pas là-bas à Yaoundé. Vous qui êtes à Mingwa, parce que c'est comme ça qu'on appelle cet endroit-là, est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est devenu cet hôtel? Je vous fais comprendre que la première pierre a été déposée par le Premier ministre Joseph John Gouté en 2021. Et on disait que les travaux vont durer 30 semaines. Non. 30 mois. 30 mois, sachant qu'une année à 12 mois. 2 années, 24 mois. Donc, 2 ans et demi. Si vous commencez les travaux en 2021, de 2021 à 2022, un an, 2022, 2023, 2 ans. Avant d'atteindre la fin 2024, l'hôtel est livré. Est-ce que vous avez vu cet hôtel dont on nous disait que c'est une femme d'affaires belge, là, je cherche son nom, qui s'appelait Dina El Falahi, et qu'elle avait une entreprise
qu'on appelait International Development Group. Et qu'elle venait avec le groupe américain. Vous savez, quand ils arrachent les terres là, le groupe américain, Marriott. Voilà, Marriott. Et ils nous ont dit que cet hôtel devait coûter combien? 80 milliards. En fin de compte, qu'est-ce qu'on a vu? L'hôtel a-t-il coûté 80 milliards? Quelque temps après, ils sont revenus nous dire que on a refait les calculs là d'une certaine façon dont on voit que ce sera 131 milliards. Cameroun, 131 milliards. Yeah. On dit, mais c'est une hôtel 5 étoiles. Et on nous dit que la femme, si vraiment, il faut faire confiance à elle parce que vraiment, il faut qu'elle produise quelque chose de magnifique. Et c'est comme ça qu'on signe donc un accord de partenariat le 10 septembre 2019. Qui signe cet accord pour libérer les terres et tout, et tout, et tout. Comme on dit toujours que c'est les Américains, les halogènes qui volent les terrains là. Vous savez qui avait signé l'accord? Le ministre est là ici. Bon. Je vous ai dit que c'est le Premier ministre John Ngouté qui a posé la première pierre le 24 juin 2021. Mesdames et messieurs, voici ce qu'on nous disait. Le gouvernement qu'on allait voir sur plus de 30 000 mètres carrés. Ce qu'ils ont promis au peuple camerounais. Ce gouvernement de menteurs, de voleurs, de pilleurs, de destructeurs. Ils nous ont dit, on y va. Que cette entreprise qui allait avoir une concession de 100 ans. Vous voyez déjà, non? C'est-à-dire que les Belges, les Américains vont exploiter l'hôtel pendant 100 ans. Bon, Cameroun va les aider à avoir un peu d'argent et tout, et tout, et tout, et tout. Je vois ce qui était mentionné dans le contrat. Le site où on devait bâtir l'hôtel, c'était sur 35 288 mètres carrés. Vous avez suivi, non? 35 288 mètres carrés. L'hôtel, disait-on, c'était 3 chambres totales. Donc, on disait des chambres pour des personnes. On disait, quand même, c'est 5 étoiles. Donc, les chambres de nous autres comme ça, c'était 218 chambres. Et puis, il y avait des résidences. Il y avait, qu'est-ce qu'on disait? Il y avait 93 résidences long séjour. 13 000 mètres carrés de bureaux. Un centre de congrès de 1000 places. C'est ce qu'ils nous ont dit. Tout le monde a applaudi. Où est donc l'hôtel? 2023 arrive, il n'y a pas d'hôtel. 2024 commence. Exactement en mars. Qui on voit? La femme qui a les gandouras là, qui est ministre quoi, de l'urbanisme, de l'habitat et quelque chose comme ça là, qui... Vous l'appelez comment? Ketia Lourdes. Ketia Lourdes fait donc son apparition le 26 mars. On croit que c'est maintenant l'inauguration. La CRTV vient. Est-ce que les gens là, ils ont caché l'hôtel et tout, et tout, et tout. Ketia Cortez vient avec une entreprise. Elle nous présente quoi là? Elle avait présenté, je crois que c'était... elle nous dit qu'elle vient annoncer quelque chose. On dit, qu'est-ce que vous êtes en train d'annoncer, madame la ministre, et tout, et tout.
messieurs, comme vous le voyez bien, très très bien, le projet avance bien et la phase 1 est déjà achevée. Grâce à son excellence Paul Biya et Madame Chantal Biya, l'hôtel que vous savez que nous avons décidé de construire pour 5 étoiles a déjà vu le jour pour son premier projet. C'est pour cela que je vous annonce officiellement que le premier projet de l'hôtel de la phase 1 est déjà achevé avec la construction du restaurant. On dit, hein? On regarde, où est le restaurant? Le restaurant est sous le lac, on a aménagé sous le lac. Le restaurant est sous le lac. L'hôtel du lac, le restaurant est sous le lac. Et elle dit que nous avons construit le restaurant sous le lac. Le restaurant 5 places avec une salle de sport qui a les équipements nautiques. Ouais. Oui, il faut d'abord nager et tout et tout. Les gens disent que c'est quoi? On dit non. Parce qu'on doit exploiter bien le site dont il y a le sport nautique. Et il y a aussi un espace détente. On dit ce sera où on va se détendre sous l'eau et tout et tout. Vous allez voir, je vous annonce tout simplement les bonnes choses. Et il y a aussi les boutiques là-bas. Personne n'a vu de restaurant, ni boutique, ni rien. Nous sommes le 24 mars. Le 26 mars 2024. C'est-à-dire qu'on se dit que comme... C'est-à-dire qu'elle vient 7 mois après l'inauguration qui était prévue. On dit, mais... Bon, qu'est-ce que tu as rentre? Nous croyons que c'était déjà fini. Le 13 septembre de la même année, 2024, on nous dit que incroyable. Et c'est un journal français qui écrit, hein, Afrique Intelligence. Ce qui est en train de se passer au Cameroun, incroyable. Tout le monde veut l'hôtel. Tout le monde veut mettre son argent. Parce qu'en plein Yaoundé, la ville aux 7 collines, il y aura des touristes, il y aura ceci. Vraiment, ce projet-là, tout le monde veut derrière ça. Et tout. D'ailleurs, voici ce qu'ils avaient écrit exactement. Accord, Four Seasons, Almada c'est un groupe, Accord c'est un groupe français, hein. Puis Almada là c'est un groupe marocain. Afrique Intelligence nous dit, un projet de luxe d'un hôtel du groupe Marriott au Cameroun qui aiguise tous les appétits. Je me mets donc à chercher ce qui est en train de se passer pour le Cameroun, la qualité d'hôtel que moi, je n'ai même pas encore vu ici. Bon. Quand on lit l'article, on découvre que ce n'est plus seulement les gens qu'on nous parlait là, que c'est la femme belge. On nous dit que il y a déjà le groupe français Accord avec son bras armé financier qui est installé au Qatar. Je dis, et le groupe financier là s'appelle Kazada. Donc l'argent qu'on a d'abord pris là, le groupe financier dit que laissez ça. Nous, Kazada, nous venons maintenant avec 131 milliards, 100 millions. On met ça cash, on bombarde. On dit vraiment, c'est un grand projet. On n'a jamais eu un projet comme ça en Afrique. Vraiment, c'est incroyable. Vive Paul Biya. Et on commence à chanter. Waouh, 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 waouh. Après, on dit, non, ce n'est pas tout. Ketia Cortez vient nous annoncer que non seulement le groupe là va injecter les 131 milliards, et il y a David Damiba, qui est
un Britannique d'origine burkinabé, qui a dit qu'il est prêt à donner sa vie, à donner même sa mère, son père et tout ce qu'il a fait, pourvu qu'il soit dans l'investissement de cet hôtel-là. Quelqu'un à côté nous dit, ce n'est pas tout. Et il y a aussi Bill Gates. Hey, yeah. Que Bill Gates, lui aussi, il est intéressé par l'hôtel-là. Et il dit, ce n'est pas tout. Et que, comme je suis là. Et il y a l'un des plus milliardaires richissimes de l'Arabie Saoudite. Elle donne le nom Al-Wabi. Ouais. Que lui aussi vient investir dans le même hôtel. On attend. Donc les fonds seront débloqués là. Le travail va faire route. Que comme la première phase, comme je vous le disais là, c'est en bas, on n'a pas voulu que ce soit accessible au public. Cette fois-ci, alors, tout le monde va voir qui vivra verra. Qui vivra verra. Bon, on dit merci que tu as coûté. Mesdames et messieurs, l'année est finie. On se retrouve le 23 janvier. 23 janvier 2025. Ketia Koutès s'habille comme un marabout. Et il y avait des tenues qui sont... Elle met le rouge ici qui déborde là, elle met le rouge aux yeux, elle met un noir qui descend comme ça. Elle dit, hey, mal la main venue. Ketia Koutès réunit les journalistes. Et aussi, il court là. Grâce à son excellence Paul Biya, le projet avance bien. Tenez-vous tranquille. Mais nous voulons un matériau qui sera définitif pour les enfants définitifs. Parce que nous voulons l'émergence 2035, que toute l'Afrique va se réunir ici, dans notre hôtel du lac. Parce que le Cameroun va nous produire quelque chose que vous allez voir dans le lac-ci. Les bateaux vont circuler comme vous avez vu le film Titanic. C'est pour cela que maintenant, je vous présente donc une nouvelle délégation de l'entreprise Elecnor. Avec son DG, monsieur, vous vous appelez même comment? Ce n'est pas vous le DG, hein? Bon, le DG où? Bon, en tout cas, c'est plus important. Avec Elecnor, donc vous aurez l'hôtel en or. Vous aurez l'hôtel en or. Donc, ça va arriver là. Et puis, on lui dit que, qu'est-ce que Elecnor vient faire? Mais, vous voyez que l'hôtel est encore en insécurité. Donc, Elecnor vient pour construire le barrage, la barrière, le mur, Ah! Mesdames et messieurs, vous voyez donc que ces gens, quand je vous dis, leur méchanceté a débordé les limites. Est-ce que vous avez vu ça quelque part? Mince. Et donc l'hôtel du lac est sous le lac. Exactement comme l'hôtel Paul Biya, qui est sous les gradins d'Olembe. L'hôtel sous les gradins de l'eau passé à la télé sur le plateau de Boubangomna pour jurer que l'hôtel est en train de se construire. On a même sorti des photos. Or, ce projet-là, non seulement le stade Paul Biya, la première pierre a été posée en 2008, mais ça n'a fait qu'avaler les budgets. 2016, ils vont prendre l'argent dans les banques pour l'hôtel Paul Biya.
pour le complexe sportif hôtelier Paul Biya. Vous vous souvenez quand même que, malgré le fait qu'ils aient pris des crédits, en 2017, dans la loi des finances, on dit que cette loi des finances va justement permettre à l'hôtel Paul Biya de finir le complexe sportif. Et le complexe sportif coûtait combien? Tout le complexe sportif était à 163 milliards. C'est ce qu'il nous avait dit. Les travaux démarrent donc officiellement le 7 mars 2017. On nous dit que, attendez 18 mois et ce sera terminé. Vous allez voir ce que vous allez voir. Entre-temps, le même régime avait déjà pris l'argent en 2016 auprès des banques nigérianes UBA. Et l'autre s'appelait une banque italienne, Intesa. Intesa San Paolo. Ils reviennent maintenant. Nous croyons que ils ont déjà fini, selon les délais. La loi des finances 2021, ils refont un autre prêt, qui est de 27 milliards, 27 millions. Ouh, ça tombe très très bien. L'hôtel n'est pas là. Février 2022, Ngongo crée la task force. Et dit maintenant que pour les travaux de la canon, je vous retire tout, c'est moi-même qui vais gérer ça ici, et tout, et tout, et tout. Allez, on ajoute encore 1000 milliards. Mesdames et messieurs, le montant consommé est allé jusqu'à 218 milliards. Donc on est parti de 163 milliards à 218 milliards. Où est donc l'hôtel? Vous savez que officiellement, cet hôtel était programmé, sa livraison était programmée en septembre 2018. On dit ce sera fin 2018. Après on dit ce sera en mai 2019. On n'a jamais vu cette ouverture. Mais ce que je vais soutenir, vous démontrer ici, ce qui est très grave, c'est que le Premier ministre Joseph John Ngouté, et c'est là où vous allez voir la gravité des faits par rapport au Mont-Févé, par rapport aux travaux, qu'on dit que pour l'OMC, les travaux, le Cameroun est prêt à 75%. Nous sommes en avril 2020. Plus exactement le 25 avril. Le Premier ministre, Joseph John Ngouté, se présente devant l'Assemblée nationale pour justifier non seulement les retards, mais aussi les montants débloqués. Totalement débloqués, que ce soit avec Pichini, que ce soit... Bon. Écoutez bien ce qu'il a déclaré. État d'avancement des travaux. Stade 60 000 places. État d'avancement, nous sommes en 2020, en avril. C'était 95%. Donc, d'avril 2020 jusqu'à aujourd'hui, 6 ans après, le stade là, donc 5%, on n'a pas été capable de faire les 5% qui restaient là depuis 6 ans. On n'a pas été capable. Depuis 6 ans, les écailles de pangolins s'envolent déjà et tout et tout. Continuons. Il dit, 2 stades annexes de 1000 places
état d'avancement 92%. Allez chercher les stades annexes. Les 92% là, donc il restait 8%. Les 1000 places là et tout, et ça devait même être couvert, comme il disait. Centre commercial, état d'avancement 75%, exactement comme le Mont-Ferré et tous les autres travaux. Nous étions donc en 2020. Le centre commercial était en état d'avancement de 75%. 6 ans après, personne n'a jamais vu le centre commercial du complexe Olembe, qui est devenu le stade Olembe. On continue. Hôtel 4 étoiles avec 70 chambres. État d'avancement 55%. Tolo. Tolo. Toi qui disais que ce sera, que c'est bien prêt là. Donc voilà 55%. Vous avez déjà logé qui là-bas? Puisqu'il y avait déjà les lits que vous avez présentés à la télé, les armoires, les ceci, les cela, les frigos, les machins, dressés, les télés. Sur les 55% là, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a dormi là-bas. Aucun joueur ne connaît cet hôtel. 4 étoiles. Dans tout ça, vous n'avez plus. On ne parle plus jamais. Gymnase, ça a disparu. Qui était dans le complexe. Terrain de tennis, ça a disparu. Terrain de basket, ça a disparu. Terrain de hand, ça a disparu. Salle de cinéma, ça a disparu. Le musée, ça a disparu. Piscine olympique, ça a disparu. Où est parti l'argent? On doit décorer les gens pour le vol du stade Olembe et des fonds Covid au nom de Paul Biya. Pire, le 30 septembre 2025, là où on se moque du peuple camerounais, ces gens sont allés voir le Premier ministre qui a invité toutes les chaînes de télé pour l'invitation d'un hôtel 5 étoiles à Yaoundé, qu'ils ont baptisé Concorde Hôtel. Mesdames et messieurs, là, c'est une beauté incroyable. On demande, mais qui est derrière ça? On nous annonce que ce sont les fonctionnaires du Trésor public camerounais, du ministère des Finances, qui se sont réunis dans une association dont les fonctionnaires au Cameroun ont cotisé 18 milliards pour construire un hôtel. Maman, dites-moi, les fonctionnaires touchent combien au Cameroun? Comment ont-ils, avec des retraités, 18 milliards pour construire un hôtel? Déjà, on constate qu'ici, quand c'est l'État qui doit financer, on vous dit 131 milliards. Celui de Paul Biya, 218 milliards. 218 milliards. Mais quand c'est eux qui veulent maintenant investir, ça devient 18 milliards. Et ils ont réussi. Des fonctionnaires. Les collaborateurs de lui, Paul Motazé, qui lui-même est actionnaire majoritaire dans cet hôtel. Le fils de Paul Biya. Cet hôtel a été inauguré par le Premier ministre. 5 étoiles, 119 chambres. Et puis,
72 suites exécutives, 16 standards, et puis 2 suites présidentielles. Et là, même encore, c'est mieux. Ils ont organisé. Là-bas, il y a 2 étages pour les conférences. Donc, c'est eux qui devraient accueillir l'OMC. Au-delà de ça, là-bas, il y a 2 restos, un snack bar, une piscine intérieure, hein, un casino, un nightclub, une terrasse panoramique. Sur fonds propres, ils ne sont pas partis prêter de l'argent. Dieu, Seigneur. Ouais, comment Biya détruit le pays? Vous allez dire que ce n'est pas lui, mais c'est lui. Autant d'années, tout ça, ça ne pouvait pas exister. Je vous prends un cas. Justement, le Mont Fébé. Après l'inauguration du Mont Fébé, en 1970, on voit un bâtiment qui commence à pousser, non loin du Mont Fébé. Aïdjo demande aux gens, parce qu'Aïdjo, lui, connaissait tout ce qui se faisait à Yaoundé. Il avait des renseignements, il savait. Dès qu'on voit l'immeuble, il dit, mais celui-là, il fait quoi? On vient, on lui dit, et tout. Il dit, allez-y là. On vient dire à Aïdjo que c'est un particulier qui construit ça. Il s'appelle Liban Gimbous. Aïdjo se lève. Il va avec 2 gardes du corps. Parce qu'il avait dit, regardez quand il sera là. Dès qu'il est là, dès qu'il atterrit au chantier, vous m'appelez. Sans escorte, Aïdjo file au Mont Fébé. Il va trouver un Liban Gimbous en plein chantier. Et vous savez qui était Liban Gimbous? Il était le directeur général de la Banque camerounaise du développement, la BCD. Quand Biya est arrivé, Biya a tué, il a tout volé là-bas. Vous savez ce que Aïdjo a fait? Aïdjo lui a dit, bravo pour ça. À partir de maintenant, cette maison n'est plus à toi. Elle est confisquée. Parce que tu as volé l'argent dans les caisses de l'État. Ton salaire ne peut pas construire ça. Tu n'es pas un homme d'affaires. Monsieur, c'est terminé avec toi. Cette maison est confisquée et devient un patrimoine de l'État. Il n'a pas récupéré ça pour lui. Hein. Patrimoine national. C'est ça que Aïdjo a transformé en ce que vous entendez aujourd'hui au sommet du Mont Fébé, qu'on appelle la maison des hôtes. C'est-à-dire que quand les chefs d'État venaient au Cameroun, c'est là-bas où ils partaient loger. Le président marocain, c'est là où Brenda, après Franck Biya, parce que Franck Biya a logé là-bas, il a détruit comme c'est pas possible avec les fumeurs de Kior, de machin et tout ça. Après, c'est Brenda, c'est là-bas où elle dit qu'elle voyait les gens venir, les femmes, une femme qu'elle ne connaît pas assise sur son lit et tout. La maison des hôtes pour l'État. Biya a transformé ça, quand lui il arrive, il transforme ça en bien familial. Mesdames et messieurs, ce que je suis donc en train de vous dire aujourd'hui, c'est que voilà donc encore l'image du Cameroun qui est écornée parce que Biya a été incapable de pouvoir construire quelque chose de palpable
de pouvoir accueillir des gens. Mais maintenant, il va demander que, oh, venez ceci, vous allez. Non. Qui viendra là? Qui peut encore venir là? Qui peut encore croire en Biya? Ils vont arriver là-bas. Mais comme je vous le dis, le Cameroun a déjà perdu de l'argent. Et d'ailleurs, est-ce que le Cameroun s'arrête là? Tellement on est négatif sur le plan international que le Cameroun se retrouve à négocier l'arrivée du pape. Vous êtes en crise. Vous demandez des prêts partout. Et vous demandez au pape de venir. Vous dépensez 7 milliards. Qu'est-ce que le Cameroun est devenu? Une vache à lait. Un pays qui n'est pas touristique. Un pays qui ne... D'ailleurs, vous voyez, Bello Boubaï a démissionné là. Ils n'ont pas anticipé pour l'OMC. Puisque, regardez la dernière la conférence de presse qu'ils organisent. Vous organisez ça avec le ministre du Commerce et le ministre des Relations extérieures. Or, la star qui devrait être dans cette réunion, c'est plutôt le ministre du Tourisme. Puisque c'est le tourisme qui est d'abord premier bénéficiaire. Imaginez 4000 logements. Imaginez 4000 logements. C'est le tourisme qui est bénéficiaire. Mais ils n'ont pas fait ça. Parce que Bello a démissionné. On dit à l'autre ministre que bon, tu vas maintenant occuper les 2 ministères. Lui-même, il ne comprend rien du tourisme puisque lui aussi, il vient seulement comme ça là-bas et tout, et tout, et tout. Et du coup, il n'est même pas invité à la réunion. Et vous partez maintenant encore provoquer autre chose. Vous faites venir le pape. Parce qu'aucun chef d'État n'arrive chez vous. Personne n'arrive chez vous. Vous créez ça. Il y a des gens qui disent, oh, le pape, il va apporter la paix, il va apporter ceci, oh, vraiment, c'est lui qui va permettre à Issa Chiroma de se réconcilier avec Paul Biya, et tout, et tout. Pourquoi le pape ne réconcilie pas Israël avec l'Iran? Pourquoi le pape ne peut pas dire à Donald Trump de se calmer? Le Cameroun est une terre sainte. N'est-ce pas qu'on a fait que nous raconter que, oh yo, la terre sainte, Jésus de Nazareth, Jésus de Jérusalem, Jésus. Maintenant là-bas, le pape a annoncé de fuir par la terre, vendre la terre, il ne parle pas. Il fuit les missiles, il fuit les ceci et cela. Il fuit Netanyahou. Et vient au Cameroun. Là, il y a la sorcellerie. Il y a le pont. Là où les gens mangent les prêtres, les évêques, les ceci et cela. Là où on viole les sœurs religieuses. Le pape vient faire quoi au Cameroun? Quelle est son utilité actuellement? Quel problème il a résolu au Cameroun? Est-ce que c'est Dieu qui l'a envoyé au Cameroun? Est-ce qu'il travaille pour les Camerounais? Bien au contraire, il n'apporte même pas un centime au Cameroun. C'est les caisses de l'État du Cameroun qui vont encore souffrir. Juste parce qu'on veut acheter. Ah! Paul Biya, tu achètes Dieu. C'est Dieu maintenant qui va nous convaincre que, donc, dès qu'on va voir le pape là, avec les gros habits là, la croix montrée comme ça là, d'ailleurs ça part de croix, Jésus est comme ça. Nous parle de croix, on sait que Jésus est crucifié comme ça. Mais la qualité de pape qui vient là, que son Jésus, sur la croix qu'il porte, Jésus du pape est comme ça là. Où il a froid où il veut se protéger des balles de quoi là-haut, où il s'embrasse, tu ne sais même pas. Mesdames et messieurs, nous tous, nous avons la foi. On nous dit de prier, on sera guéri, on nous dit de nous protéger, mais le peuple d'Israël, le peuple de Dieu,
Lui, il a les missiles, le Cameroun. Lui, il repart là-bas en Israël, prendre les armes pour venir tuer ses fils. L'Obi vient d'Israël. Est-ce que le pape qui voit la guerre au Cameroun ne peut pas dire à ses amis de la Terre Sainte que pardon, n'envoyez plus les armes au Cameroun, les gars du Bir là, que c'est pour tuer les civils en plein jeûne, en plein carême. Et il y a les missiles qui passent partout. Au lieu d'aller là-bas où les missiles passent, comme ça on va voir la vraie magie. Comme ça, moi-même, je vais croire au nom de... D'ailleurs, quand je dis souvent au nom de Jésus, Christ, même Paul Biya tremble. Bon, mais je ne sais pas si, vraiment, c'est dit au nom de... Si un missile vient là tout de suite, si, je ne sais pas si ça peut paraître. Donc, la visite du pape au Cameroun est donc une escroquerie. Écoutez ceci, suivez ceci. De terre sacrée. On nous parle de lieux bénis, on nous parle de mois saints. Mais pendant que les prières montent, les bombes tombent. Des nations qui se proclament gardiennes du divin s'affrontent à coups de missiles, en plein mois censé incarner le pardon, la paix et l'élévation spirituelle. Des peuples qui invoquent le même ciel, le même Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées, celui qui, selon leurs livres respectifs, arrêtait les flèches ennemies, ouvrait les mers et garantissait la victoire aux siens. Alors aujourd'hui, une question simple. Où est ce miracle? Parce que cette fois, nous sommes là, nous voyons, nous filmons, nous témoignons. Nous ne sommes plus dans les récits anciens ni dans les paraboles mystiques. Nous sommes en direct. S'il est écrit que la foi peut déplacer des montagnes, qu'elle peut stopper les armes, qu'elle protège les élus, alors qu'on nous montre les bombes figées dans le ciel, qu'on nous montre les missiles suspendus par la puissance spirituelle, qu'on nous montre le divin bloquant l'explosion avant qu'elle ne touche un enfant. Mais rien ne s'arrête. Les roquettes ne se transforment pas en colombes. Les chars ne s'évaporent pas. Les sirènes couvrent les champs religieux. Et les lieux dits saints deviennent des cibles stratégiques. On nous a vendu une protection céleste. On nous a promis une victoire sacrée. On nous a appris que Dieu choisit son camp. Pourtant, sur le terrain, ce sont toujours les mêmes qui paient. Les civils, les pauvres, les innocents. Ceux qui prient le plus fort sont souvent ceux qui enterrent le plus. Alors oui, il faut le dire, cette instrumentalisation du sacré ressemble trop souvent à une arnaque spirituelle et financière. Une mécanique bien huilée où la foi devient carburant politique, où la peur entretient les dons, où le mythe justifie la violence. On mobilise le divin pour mobiliser les foules. On invoque le ciel pour financer la guerre. On promet le paradis pendant qu'on fabrique l'enfer. Et après la guerre, on reconstruira des temples. On racontera des miracles. On écrira une nouvelle légende. Parce que peut-être que le problème est là. Mon peuple, nos peuples, ont besoin de mythes pour exister. Besoin d'un récit héroïque, d'un ennemi sacralisé, d'une victoire bénie. Mais à quel prix? Si le sacré ne protège pas la vie, alors à quoi sert-il? Si le mois saint ne suspend pas la haine, que sanctifie-t-on vraiment? Peut-être qu'il est temps de séparer la foi de la poudre. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'attendre que le ciel fasse ce que les hommes refusent de faire, choisir la paix. Parce qu'au fond, la vraie puissance spirituelle ne devrait pas bloquer les bombes en l'air. Elle devrait empêcher qu'on les lance. Ici, c'est l'éveil des enfants d'Afrique. Si tu as compris cette vérité, like et partage cette vidéo. À partager et surtout à méditer. À méditer parce que lorsqu'on parle d'un pape qui pourrait venir réconcilier les Camerounais, le pape est-il une autorité pour les musulmans? Que va-t-il dire
Même comme j'ai eu dire que Issa Chiroma aurait nommé mon frangin Mbédé pour être son ambassadeur auprès du pape. Pourquoi faire? Biya, c'est la loi du plus fort. Biya n'utilise que des armes et non l'évangile. Puisqu'effectivement, les missiles et tout, ce n'est que ça qui peut faire partir un Biya, comme Donald Trump l'a fait au Venezuela. Je vais vous lire donc une lettre du président national du MPSC, Aboubacar Sidiki, adressée à sa sainteté le pape Léon XIV, donc à l'occasion de sa visite donc, au Cameroun. Quand vous entendez déjà Aboubacar Sidiki, bon, vous vous dites, peut-être c'est le Coran, mais vous allez vous rendre compte qu'il maîtrise les saintes écritures. À sa sainteté le pape Léon XIV, Maison Sainte-Marthe, 00120, Cité du Vatican. Votre sainteté, bienvenue au Cameroun. Bienvenue dans l'un des plus beaux pays, que dis-je, dans le plus beau pays du monde. Bienvenue dans notre pays que nous avons rebaptisé le continent. J'entame mes propos par les passages bibliques suivants. Proverbe, verset 29, chapitre 24. Celui qui partage avec un voleur est un ennemi de son âme. Il entend la malédiction et ne dit rien. Je reprends son proverbe, extrait de la Bible. Celui qui partage avec un voleur est un ennemi de son âme. Il entend la malédiction et ne dit rien. Fin de citation. C'est la Sainte Bible qui dit ça. Et plus exactement, Proverbe, verset 29, chapitre 24. Exode 23, chapitre 1. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour être un témoin coupable. Fin de citation. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour être un témoin coupable. Votre sainteté. Le pays que vous allez visiter est présidé par un demi-dieu, un despote de 94 ans qui règne d'une main de fer sur la destinée d'environ 30 millions d'âmes depuis bientôt un demi-siècle. Il a survécu à, puisque vous êtes un pape américano-péruvien, 2 points, 3 papes, 8 présidents américains, 10 présidents péruviens, 20 à 25 présidents du Conseil des ministres, autrement dit, Premier ministre en Italie. Votre sainteté. Le pays que vous allez visiter ces jours-ci est l'un des plus riches au monde par sa mosaïque culturelle, ainsi que par ses ressources naturelles et humaines. Un pays qui était censé être le grenier de l'Afrique, une bénédiction de Dieu. Un pays qui, à lui seul, pourrait suffire à bien des nations tant les richesses et les ressources y sont abondantes. Un pays qui, s'il était bien géré, devrait posséder l'un des passeports les plus précieux du monde. Mais alors, votre sainteté. Le pays que vous allez visiter est classé parmi les pays les plus corrompus du monde. Un pays où 7 régions sur 10 sont classées zone rouge ou dangereuse. Un pays où la pauvreté oscille entre 45% et 69% selon les régions. Un pays qui, à lui seul, fait face à 4 guerres. La guerre contre Boko Haram dans l'extrême nord.
La guerre contre ses propres citoyens dans les régions anglophones du nord, ouest et du sud-ouest. La guerre contre les kidnappings dans la quasi-totalité de nos localités. La guerre contre les incursions transfrontalières. Votre sainteté. Le pays que vous allez visiter est au bord de l'irréparable. Oui, derrière le calme apparent que vous verrez se cache une tempête. Vous allez visiter un pays en mode survie. Vous visiterez un pays qui n'a pas encore fini d'enterrer ses morts de la crise post-électorale d'octobre 2025. Oui, votre sainteté. Lorsque vous foulerez le sol de mon pays, retenez que les morgues de nos 10 régions sont remplies de centaines de jeunes, de journalistes, d'hommes politiques, d'activistes et de bien d'autres choses, bien d'autres encore. Vous visiterez les villes où les prisons sont remplies de jeunes, parfois mineurs, dont le seul crime est d'avoir manifesté pour exprimer leur opinion politique. Vous rencontrerez un président de la République qui s'est autoproclamé vainqueur d'une élection présidentielle qu'il a pourtant perdu hands down. Vous rencontrerez des sénateurs, des députés et des maires qui doivent leur existence au décret présidentiel et aux hautes instructions soi-disant. Vous rencontrez des ministres reconnus coupables de corruption, mais toujours en poste, comme par miracle. Vous bénirez beaucoup de personnes dont les mains ont du sang. Vous rencontrerez des dirigeants qui attendent votre onction. Vous aurez alors le choix entre l'onction qui reconnaît l'autorité politique d'un régime illégitime ou l'onction du Saint-Esprit qui appelle à l'accomplissement de la volonté du peuple, la volonté de Dieu. Bienvenue au Cameroun, votre sainteté. Bienvenue dans le pays où la plupart des jeunes ne rêvent que d'immigrer au péril de leur vie. Bienvenue dans le pays où des jeunes se retrouvent parfois obligés de partir guerroyer en Ukraine plutôt que de se battre pour transformer leur propre patrie, car ils n'ont très souvent pas le choix. Bonne nouvelle, votre sainteté. Vous visiterez la ville de Bamenda. Cette ville à elle seule cristallise toutes les frustrations de mon pays. L'aéroport sur lequel vous vous poserez a été aménagé expressément pour vous accueillir. Cela en dit long. La ville de Bamenda que vous visiterez ne vit plus vraiment. Elle survit désormais au rythme de 10 ans de guerre fratricide, 10 ans de perte, 10 ans d'aveuglement. Avec sur le carreau plus de 10 000 morts, plus d'1 million de réfugiés internes et externes, environ 2000 soldats tués, des carnages, des charniers, des crimes odieux et ignobles. En 2 mots, Bamenda vit la peur et la mort. Le clergé du coin ne me démentira pas. Eux qui vivent le martyre, eux qui étouffent sous leurs propres cris devenus inaudibles. Votre sainteté. Demandez un peu. Qui était Mami Api? Qui était Samsoya? Qui était la gardienne de prison à Yafor Florence? Demandez aussi. Que s'est-il passé en Garbou? À Balinyonga? À Guidado? À Wowo? Demandez, demandez. Votre arrivée dans notre continent coïncide avec un énième tripatouillage de la loi fondamentale de notre pays, notre constitution, laquelle était censée organiser notre ordre juridique et garantir nos droits fondamentaux, mais aujourd'hui, taillée sur mesure pour votre hôte et pour lui seul, ou plutôt pour ses protégés. Des dispositions pernicieuses y seront introduites à des fins funestes. Cela passera peut-être aujourd'hui, mais cela cessera sûrement demain. Enfin, votre sainteté. Peut-être que votre venue marquera le début d'une rédemption, car il n'est jamais trop tard pour sauver le Cameroun, dont vous serez désormais comptable d'une certaine manière.
agissez. Touchez les cœurs par votre sainteté exceptionnelle, car vous porterez désormais sur vous une part des responsabilités de nos fautes, mais surtout des leurs. Mon pays désormais, un peu le vôtre, a besoin de votre bénédiction, orbi et orbi. Nous avons besoin de vos prêches pour une amnistie générale, pour un dialogue inclusif, sans préconditions, et surtout pour une transition sincère et transparente. Aboubakari Sidiki, citoyen camerounais, président national du mouvement patriotique du salut camerounais.